Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur Mandarin TV. Et sans plus tarder, voici les titres de l'actualité. Aujourd'hui, c'est l'armistice, retour sur les grands oubliés de la Grande Guerre, les travailleurs chinois. Covid-19, le Brésil suspend ses essais du vaccin chinois Coronavac. La journée des célibataires pourrait battre de nouveaux records cette année. La Chine place le premier satellite 6G en orbite. Les ventes d'automobiles continuent de progresser en Chine. Pour finir ce journal, sujet économie avec la CIIE, la troisième exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai se veut signe d'espoir dans la relance de l'économie mondiale, gravement touchée par la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, plusieurs pays célèbrent l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale. Pendant la Grande Guerre, les Chinois ont eu un rôle bien plus important qu'on ne le pense. Beaucoup d'entre eux sont venus grossir les rangs sur le front en Europe et au Moyen-Orient. Ces soldats de l'ombre ont non seulement combattu, mais ils ont aussi servi de main-d'œuvre dans les usines. Zoom sur ces oubliés de l'histoire. Pour remplacer les hommes partis au front, la France et le Royaume-Uni ont fait appel à des travailleurs chinois sous contrat. En 1916, un accord est passé avec la Chine pour envoyer 140 000 ouvriers chinois âgés de 18 à 40 ans. Environ 100 000 seront sous contrat avec les Britanniques et 40 000 avec la France. 80% des travailleurs furent recrutés dans la région du Shandong. Parmi ces 140 000 travailleurs venus de Chine, certains n'atteindront jamais l'Europe. C'est le cas de 543 Chinois morts noyés avec les membres d'équipage de l'Athos, paquebot torpillé par un sous-marin allemand en février 1917. Pour les survivants arrivés en Europe, c'est la guerre qui les attend. Car même si leur contrat de travail stipule que les travailleurs chinois n'ont pas à s'acquitter de tâches militaires, ils sont nombreux affectés au déminage, à la livraison d'équipements militaires et aux usines d'armement. Les premiers travailleurs débarquèrent en juillet 1916 à Marseille. En avril 1917, une seconde vague importante arriva en France afin d'accomplir les tâches dans l'industrie, dans l'agriculture, pour des travaux à haut degré de pénibilité ou encore sur le front. L'accord avec la France prévoit des contrats de 5 ans et un salaire d'1,50 par jour pour les ouvriers non qualifiés, 1/10 du salaire ouvrier français de l'époque, et jusqu'à 6 francs pour les travailleurs qualifiés. Les travailleurs étaient interdits de tout contact avec la population locale et gardés dans des camps à Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer, Calais, Dunkerque. Le conflit terminé, les Chinois furent employés à la recherche des bombes qui n'avaient pas explosé, ainsi qu'au nettoyage. L'autorité sanitaire du Brésil a annoncé lundi avoir suspendu les essais cliniques d'un candidat vaccin chinois contre le coronavirus après un accident grave constaté chez un volontaire. Elle n'a pas fourni de détails sur ce qui s'est passé, mais selon le gouverneur de Sao Paulo, il pourrait s'agir d'une décision politique du président brésilien Jair Bolsonaro. Alors que les équipes du géant pharmaceutique américain Pfizer semblent toucher au but, d'autres chercheurs connaissent des désillusions dans la découverte d'un traitement contre le coronavirus. L'autorité sanitaire du Brésil a ainsi annoncé lundi avoir suspendu les essais cliniques d'un candidat chinois au vaccin. L'agence de vigilance sanitaire a pris cette décision à l'encontre du Coronavac après un incident grave constaté chez un volontaire le 29 octobre. L'agence n'a pas fourni de détails sur ce qui s'est passé, mais a indiqué que ce type d'incident pouvait inclure la mort, des effets secondaires potentiellement fatals, une invalidité grave, une hospitalisation et d'autres événements cliniquement significatifs. L'organisme public qui coordonne les essais vaccins au Brésil, l'Institut Butantan, s'est pour sa part dit surpris par cette décision. Les candidats vaccins de Pfizer et Sinovac sont en phase 3 des essais, le dernier stade avant qu'ils n'obtiennent le feu vert ou non des autorités réglementaires. Les deux sont à l'essai au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie avec plus de 162 000 morts. Le Coronavac a été l'objet d'une bataille politique au Brésil entre l'un de ses plus grands partisans, le gouverneur de Sao Paulo, João Doria, et son principal adversaire politique, le président Jair Bolsonaro. Le chef d'État d'extrême droite a parlé du vaccin de Sinovac en disant qu'il venait de cet autre pays et a plutôt promu celui développé par l'université d'Oxford avec la société pharmaceutique britannique AstraZeneca. Le mois dernier, Bolsonaro a même annulé un accord d'achat de 46 millions de doses du vaccin chinois qui avait été annoncé par son propre ministre de la Santé. Évoquant une Chine très discréditée car le virus y est né, le président a assuré que son pays n'allait pas acheter un vaccin qui n'intéresse personne. Lundi, João Doria avait par contre annoncé que les 120 000 premières doses de Coronavac allaient arriver à Sao Paulo le 20 novembre. L'État de Sao Paulo a un accord avec Sinovac pour acquérir 46 millions de doses, 6 millions produites en Chine, les autres au Brésil.
Dans un communiqué, le gouvernement de cet État regrette d'avoir eu connaissance de la décision par la presse au lieu d'en avoir été informé directement par l'Anvisa et espère avec l'Institut Butantan en savoir davantage sur les vraies raisons de la suspension. Les responsables du gouvernement de l'État craignent que Bolsonaro utilise des décisions techniques pour retarder le calendrier des vaccinations pour des raisons politiques, a reporté le journal de Sao Paulo, citant des proches de João Doria. La journée des célibataires en Chine, c'est aujourd'hui. 3 millions de travailleurs aidés par 4000 avions et navires s'activent pour la plus grande vente en ligne au monde. Les dépenses de vengeance devraient être l'une des plus grandes tendances de cette année. L'année dernière, 1,9 milliard de produits ont été commandés et livrés. Mais avec la demande refoulée de la pandémie, le 11-11 pourrait battre de nouveaux records. La journée des célibataires en Chine, le 11 novembre, est le plus grand événement d'achat en ligne au monde, avec 1,9 milliard de produits commandés et livrés l'année dernière. Cette année, avec la demande refoulée en raison de la pandémie, les chiffres pourraient battre de nouveaux records. Les produits électroménagers sont les plus populaires, mais les marques de luxe espèrent également obtenir un coup de pouce, car des millions de Chinois qui n'ont pas pu voyager à l'étranger pour faire du shopping achèteront en ligne. Ce changement significatif chez les consommateurs chinois qui achètent du luxe en ligne ont poussé de nombreuses marques de luxe à participer à la journée des célibataires. L'année dernière, la valeur brute des marchandises a atteint plus de 26,8 milliards d'euros, soit le double de celle du Black Friday et du Cyber Monday combinés, avec des ventes atteignant 845 millions d'euros en un peu plus d'une minute de promotion. Cette année, la journée des célibataires a débuté plutôt avec une frénésie de vente en ligne du 1er au 3 novembre pour répondre à la demande croissante des consommateurs chinois. Mercredi 11 novembre mettra en avant plus de 350 000 marques locales et internationales et comprendra même des voitures et des maisons à vendre. Cainiao, la branche logistique d'Alibaba, a déclaré utiliser plus de 3000 vols affrétés et des cargos long courriers pour acheminer des marchandises en Chine. Dans le même temps, un total de 3 millions de personnes à travers Cainiao et ses partenaires seront impliqués dans la logistique mondiale dans les entrepôts et les ports. Plus de 10 000 casiers mobiles seront également utilisés pour permettre aux clients de récupérer des colis sans contact humain. Cainiao prévoit également d'opérer plus de 700 vols affrétés pour livrer des colis hors de Chine. Alors que la Chine s'efforce d'éradiquer la pauvreté absolue d'ici 2020, le village chinois de Xishabong, dans la province du Hunan, dans le centre de la Chine, a sorti toutes les familles de la pauvreté, envoyant un message encourageant. À Shibadong, le taux de pauvreté est tombé à 0 contre 50% en 2013. Abritant 225 familles et 939 villageois, le revenu annuel net par habitant a été multiplié par plus de 8, passant de 1668 yuan, soit 213 euros en 2013, à 14 688 yuan, soit 1800 euros en 2019. Ce village, autrefois appauvri, a été surveillé de près comme un terrain d'essai pour une réduction ciblée de la pauvreté, mise en avant pour la première fois en 2013. La vie des villageois de Shibadong est aussi douce que le miel. Les changements peuvent être décrits comme bouleversants. Au cours des 7 dernières années, des changements dramatiques sont survenus dans ma vie. Avant, je vivais dans une pauvreté abjecte. Maintenant, j'ai développé ma propre entreprise. J'ai une famille et des bébés. Je vis une vie très heureuse maintenant. Tant que nous continuerons à travailler dur, je crois que notre vie ira de mieux en mieux. Je vais étudier dur, je ferai ma part pour transformer Shibadong en un plus bel endroit quand je serai grande. Notre vie s'est améliorée, nous sommes pleins d'espoir pour l'avenir. Bienvenue au village de Shibadong. L'année cible de la Chine pour l'éradication de la pauvreté absolue est 2020, ce qui signifie qu'environ 5,51 millions de personnes qui sont restées pauvres à la fin de 2019 seront sorties de la pauvreté d'ici la fin de cette année. Un an à peine après le déploiement de la 5G dans le pays, la Chine vient d'annoncer avoir déployé un satellite 6G en orbite autour de la Terre. La course à l'espace est plus que jamais lancée. Cette technologie devrait être 100 fois plus rapide que la 5G. Le 6 novembre, les Chinois ont envoyé ce satellite nouvelle génération dans l'espace. L'objectif, étudier des échanges de données à l'aide du réseau dans un milieu spatial. Un satellite 6G vient d'être employé en orbite autour de la Terre, une technologie qui ressemble à de la science-fiction développée par l'Université des sciences et technologies électroniques de Chine.
Aux côtés de 2 entreprises chinoises, les universitaires ont réussi à mettre en orbite ce satellite compatible 6G. Il a été propulsé dans l'espace aux côtés de 12 autres satellites qui ont tous embarqué à bord de la fusée Long March 6 dont le décollage a eu lieu depuis la base spatiale de Taïwan. Avec ce lancement très particulier, la Chine espère pouvoir étudier le comportement de la technologie 6G depuis l'espace. L'objectif derrière cette première expérimentation est de tester la communication entre un satellite et le sol terrestre, un moyen de réduire le temps de transmission entre l'espace et la Terre, mais aussi d'améliorer la couverture Internet sur notre planète, notamment dans les zones blanches. Pour comprendre la puissance de cette technologie, il faut la comparer avec la 5G. Les fréquences millimétriques utilisées avec la 5G varient de 30 à 300 GHz. La 6G permettra d'atteindre des fréquences en térahertz. On parle alors d'ondes submillimétriques. Elles ne mesurent plus que quelques nanomètres. Le satellite doit également permettre de surveiller et de détecter les catastrophes naturelles comme les incendies de forêt, mais sera aussi utile pour superviser les ressources forestières, surveiller la conservation de l'eau. La 6G n'en est encore qu'à ses débuts, mais elle est prometteuse. Selon Samsung, cette technologie pourrait être disponible dès 2028. Point intéressant, au-delà d'un débit toujours plus rapide, la 6G pourrait bien nous permettre d'accéder à des technologies jusqu'alors très peu développées. La 6G permettra par exemple aux smartphones dernière génération d'afficher des hologrammes volumétriques réels. Certains scientifiques craignent que cette nouvelle infrastructure 6G nuise aux instruments astronomiques déjà en place, ou qu'il ne soit trop coûteux ou peu sûr. Wang Rudon, directeur adjoint du Centre national des infrastructures scientifiques et technologiques, a déclaré lors d'un forum à Beijing dédié à la recherche scientifique numérisée que le partage, l'analyse et la gestion des données sont essentiels pour l'innovation scientifique et technologique à l'ère du big data. Les ventes de voitures en Chine ont enregistré en octobre une hausse de 8% sur un an à un rythme légèrement supérieur au mois précédent. Premier pays touché par le nouveau coronavirus, mais aussi premier pays à s'en sortir, la Chine apparaît comme un baromètre de la reprise espérée de l'économie mondiale. À Beijing, Shanghai ou même Wuhan, où vient de se tenir le salon de l'auto, comme si la pandémie n'était pas partie de là, les concessionnaires affichent un large sourire. Mais pas en France, où les fermetures de concessions dues au confinement ont quasi gelé les transactions, alors qu'elles restent théoriquement possibles par Internet. Mais sauf pour un achat d'opportunité avant la fin de l'année, les envies de changer de voiture semblent piétiner définitivement par les effets d'une fiscalité punitive en 2021-2022. Au lieu d'encourager la consommation, le gouvernement français, au nom de l'écologie, triture les règles naturelles du marché au seul avantage de la voiture électrique et d'une espèce rare d'acheteurs. Au lieu de cela, en Chine, pas de changement aux règles en vigueur afin d'accompagner la sortie de crise. Après un plongeon en début d'année pour cause d'épidémie, les ventes automobiles du géant asiatique avaient bondi en août, plus 8,8%, signant leur progression la plus rapide depuis 2018, avant de se tasser en septembre, plus 7,4%. Mais le mois dernier a confirmé le rebond. Un total de 1,992 millions de voitures ont été vendues, a indiqué la CPCA, la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles, dans un communiqué. À la différence de la France, où il est suspect, le créneau des véhicules de luxe est resté bien orienté, plus 3% sur un an, de même que celui des modèles électriques qui a plus que doublé, mais en partant, il est vrai, de très bas, plus 119,8% sur un an à 144 000 unités. Le niveau des ventes reste toutefois bien inférieur à celui de l'an dernier. Sur les 10 premiers mois de l'année cumulée, le chiffre total est en repli de 10,2% sur un an, selon la CPCA. L'automobile est un secteur crucial pour l'économie du géant asiatique et l'un des premiers à avoir bénéficié de mesures de soutien de l'État. La Chine est devenue ces dernières années le plus grand marché automobile du monde. Mais en hausse continue depuis les années 90, les ventes annuelles d'automobiles se sont affichées en repli en 2018 et 2019 sur fond de ralentissement économique généralisé et de tensions commerciales avec les États-Unis. L'élection de Joe Biden pourrait, de ce point de vue, relancer les affaires, espèrent les Chinois, sur un mode plus apaisé. Avec 20 millions de tonnes de poulet engloutis en 2019, la Chine est désormais le plus gros consommateur devant les États-Unis et le Brésil. Les poulets élevés en Chine sont le fruit d'une longue et méticuleuse sélection génétique, au cours de laquelle ils ont acquis leur caractère de résistance aux maladies, de maximisation du ratio viande-poids ou d'une croissance ultra rapide. Mais malgré ces efforts, la Chine reste terriblement dépendante des poulets occidentaux.
Ces poulets boostés, appelés poulets à plumes blanches par les Chinois, sont aujourd'hui 2 fois plus gros qu'à la fin des années 1970 et 4 fois plus gros qu'à la fin des années 1950 selon une étude de l'université d'Alberta. Ils mangent 2 fois moins pour atteindre ces tailles et le volume de leur poitrine a augmenté de 80%. Les poulets à plumes jaunes chinois descendent des volailles de basse-cour, mettent 2 fois plus de temps à arriver à maturité et ne pèseront jamais plus de la moitié du poids de leurs cousins occidentaux. Avec 20 millions de tonnes de poulets engloutis en 2019, la Chine est désormais le plus gros consommateur devant les États-Unis et le Brésil. Mais malgré ses efforts, elle reste terriblement dépendante des poulets occidentaux. Les poules reproductrices les plus prolifiques, produites par les géants de l'industrie avicole, tels que les Américains Aviagen ou Cobb, sont jalousement gardées par leurs concepteurs pour servir leur propre marque. Leur progéniture de 2e génération est transportée par avion vers des pays comme le Brésil, le Royaume-Uni ou la Nouvelle-Zélande pour pallier un éventuel choc d'approvisionnement. Enfin, les poussins de 3e génération sont exportés à l'âge de 3 jours vers des partenaires comme la Chine qui les élèvent pendant 6 mois dans des installations climatisées et éclairées artificiellement. Chaque année, la Chine importe ainsi 1,6 million de poussins à plumes blanches de 3e génération. Cela ne suffit malheureusement pas à couvrir les besoins de la population et les marchés locaux sont encore majoritairement approvisionnés en poulets à plumes jaunes. Les éleveurs chinois tentent bien d'initier des races locales plus productives, mais créer une race nationale à partir de zéro prendrait des années et risque de ne pas répondre aux besoins du marché, désormais habitué aux standards occidentaux. La Chine s'est pourtant fixée comme objectif prioritaire de sortir de cette dépendance avicole occidentale au plus vite. Les poulets ne sont certes pas aussi glamour que les trains à grande vitesse ou les ordinateurs quantiques, mais ils sont un exemple du manque d'autonomie chinoise en matière de technologie. Privé d'Android, Huawei a bien du mal à imposer son système d'exploitation maison. Malgré ses efforts pour développer ses propres puces, la Chine importera encore cette année pour 300 milliards de dollars de semi-conducteurs afin de satisfaire ses fabricants de produits électroniques. Ces avions maison du groupe étatique Comac reposent majoritairement sur des technologies développées de longue date par Airbus et Boeing. Il ne suffit pas de disposer d'une armada de brillants scientifiques pour rattraper un retard de plusieurs dizaines d'années. Le poulet chinois aura donc encore pour longtemps un arrière-goût américain. Et pour finir ce journal, avec une économie mondiale mise à mal par la pandémie, la 3e exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai est un événement porteur d'espoir. Son succès démontre à la fois le rebond dynamique du marché chinois et les entreprises étrangères ont toujours de beaux produits à proposer. Un reportage signé CGTN. Je lance cette question qui ressemble à un cri d'alarme. Qu'est-ce qui peut encore sauver l'économie mondiale ? De grandes enseignes sont obligées de fermer des magasins dans le monde entier. Les petits commerces doivent lutter pour leur survie. L'avenir des échanges commerciaux inquiète. Elle ne sauvera pas le monde, mais elle retournera sans doute du baume au cœur à certains. Je veux parler de la 3e exposition internationale d'importation de Chine, organisée du 5 au 10 novembre à Shanghai. Seul événement mondial entièrement consacré aux importations, la CIE, comme on l'appelle en anglais, tombe à pic en cette fin d'année. C'est d'ailleurs l'un des rares grands événements à être maintenu dans le contexte sanitaire actuel. Elle rassemblera plus de 400 000 professionnels venus des 4 coins du globe qui ont attendu ce moment pour espérer finir 2020 en beauté. La Chine tient à ce que cette exposition revête un petit air de fête avec un grand spectacle de son et lumière et un discours de Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture. Car c'est un fait, la reprise de l'économie chinoise est réelle. Elle veut recevoir dignement les firmes étrangères qui apportent leurs plus belles armes de séduction massive. High-tech, industrie, luxe, agroalimentaire, les plus grands noms seront là. L'édition 2019 s'était conclue sur 71,13 milliards de dollars d'achats de biens et de services, de quoi regonfler le moral des chefs d'entreprise. Les mauvaises langues diront que la Chine fait une nouvelle démonstration de puissance pour épater la galerie, mais elle donne en fait une leçon de résilience. Non, la crise économique n'est pas une fatalité. Le pays prouve qu'on peut se remettre de cette crise du Covid et que rien ne compte plus que des partenariats solides avec des vieux amis comme L'Oréal, LVMH, Kering, Tanor,
Airbus et de très nombreux autres pour se remettre en selle. La confiance est toujours le mot-clé. C'est aussi un événement qui obéit à la loi basique de l'offre et de la demande. La classe moyenne chinoise s'accroît d'année en année et elle désire consommer des produits étrangers de qualité. Le PDG de L'Oréal, Jean-Paul Agon, déclarait au mois d'août que, en Chine, des millions de personnes aspirent à une vie meilleure. Elle n'a jamais été aussi importante dans la chaîne de valeur mondiale et créera certainement de plus grandes opportunités dans notre développement. Et les chiffres ont parlé. Les ventes de L'Oréal ont augmenté de 17,5% au premier semestre 2020 en Chine, alors qu'elles baissaient de 11,7% dans le reste du monde. La soif de consommer est réelle. Signe des temps avec le développement forcé du télétravail et des télécommunications puisque les voyages internationaux sont toujours limités. Les grands noms de l'électronique vont profiter de cette CIE de Shanghai pour jeter les bases d'une transition vers le monde d'après. Le numérique est l'avenir de la consommation. Le click et collect, la vente en streaming, les drives, les plateformes de e-commerce qui battent chaque année de nouveaux records. Les marques l'ont bien compris et se mettent au diapason. Cette année, le collectif Taste France proposera de faire découvrir ses produits et notamment ses vins via des dégustations classiques, mais aussi via des live streams avec des influenceurs sur les réseaux sociaux. La CIE n'est pas qu'une foire commerciale de plus. Elle arrive à un moment décisif où une partie du monde s'enfonce dans la crise économique et offre une lueur d'espoir aux multinationales étrangères qui, elles aussi, ont souffert du Covid. Le vice-président de la branche asiatique du Suisse Nestlé a bien résumé son importance. Cette exposition montre que la Chine ouvre davantage son marché intérieur et s'intègre au monde. Elle est déterminée à ouvrir une nouvelle vague de consommation. Disons-le, cet événement à lui seul ne sauvera pas le commerce mondial. Mais il montre qui sera le consommateur de demain. Une personne exigeante qui veut de la qualité, du beau, de l'utile, de l'écologique, du numérique. Et demain, c'est déjà aujourd'hui. Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos vidéos sur le site mandarintv.fr. Bon armistice à tous. Et également bonne fête à tous les célibataires.